Bienvenue à cette conférence d'inauguration de l'Institut de santé et sagesse intégrale à Annemasse et en ligne. Euh, on va parler ce soir de comment retisser le lien entre santé et spiritualité. Alors, je vais commencer d'abord par me présenter. Je m'appelle Éric Le Gall. Je suis naturopathe holistique, je suis coach en entreprise, je suis enseignant de méditation et aussi enseignant bouddhiste. Alors, j'ai un parcours très particulier parce que il y a cela maintenant une quinzaine d'années, j'étais encore cadre en entreprise et j'ai eu une crise existentielle qui m'a amené à tout abandonner à l'époque pour m'installer dans un centre bouddhiste en Savoie, peut-être certains connaissent, qui s'appelle Karmaling, et où j'y ai effectué une retraite de 3 ans, traditionnelle, retraite de 3 ans de méditation. Et puis, à la sortie, je me suis formé, je suis devenu coach en entreprise. J'ai essayé depuis lors, depuis 2014 environ, d'introduire la méditation dans le milieu du travail. Voilà, et c'est toujours une de mes missions, mais la crise que l'on a connue à partir de 2020, la crise de pandémie de Covid, m'a amené à prendre conscience de beaucoup de choses qui se passent dans notre société au niveau de la santé. Et donc, j'ai commencé une formation de naturopathie à l'école Synergie Naturopathie et j'ai été diplômé en octobre dernier. Voilà. Et mon projet d'ouvrir cet institut de santé et sagesse intégrale, finalement, est la continuité de cela. Alors, je vous présenterai l'Institut à la fin, après, à la fin de la conférence. Ça va se passer de deux manières. Je vais d'abord vous présenter un peu mon propos pour cette soirée. Et puis ensuite, on prendra un temps d'échange, un temps de débat entre nous. Voilà, si vous connaissez des choses, des pratiques, si vous avez des idées et que vous voudriez en parler, ou si vous avez des questions sur ce que j'ai pu présenter, eh bien, vous serez le bienvenu. Alors, vous pouvez commencer déjà, si vous avez envie, à poser des questions dans le chat du Zoom, ou alors, à la fin, vous pourrez lever la main avec l'icône des réactions, ou ici, les personnes qui sont présentes, lever la main. Et puis, je serai très heureux de discuter avec vous. Voilà. Alors, donc, retisser le lien entre santé et spiritualité. Ça fait maintenant... depuis le début depuis 2020, depuis mars 2020, on a passé il y a quelques semaines un anniversaire particulier, 17 mars 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, 16 mars 2020, le président de la République s'adresse à la nation pour annoncer que face à une pandémie terrible, nous devions nous confiner. Et cette crise, finalement, m'a amené personnellement dans mon expérience à me rendre compte de beaucoup de choses que je ne me rendais pas compte, qui était en fait l'état de santé, dans quel état était la santé de nos concitoyens, de personnes qui vivent dans les sociétés industrielles, puisqu'on s'est aperçu finalement que c'est dans les pays les plus avancés, soi-disant, les pays industriels, que la pandémie, que ce virus a fait le plus de ravages. Et surtout que les mesures sanitaires ont été les plus strictes et les plus dures. Et on a vu tout un développement qui s'est passé et qui nous a donné une image, un instantané de l'état en fait, de la santé et de la manière dont on gère la santé dans nos pays. Et on s'aperçoit finalement que la médecine, parce que je vais me focaliser davantage sur la médecine, est victime d'un certain nombre de problèmes. En tout cas, moi, c'est mon diagnostic. Le premier problème, c'est le scientisme, c'est-à-dire la médecine qui était autrefois un art de soigner, avec des bases scientifiques, certes, mais qui était avant tout un art de la relation entre le médecin et le patient, et c'est prise pour une science. Et une science à la dérive d'une certaine manière, puisqu'il y avait des dogmes
sais pas si vous vous souvenez du nombre de fois où on nous parlait de doctrine, la doctrine de santé du gouvernement, etc., ce qui est très éloigné de principes scientifiques, hein, si on y réfléchit. On est aussi dans une médecine dont la dérive est aussi que c'est une médecine qui devient de plus en plus industrielle. Industrielle parce qu'elle elle est attaquée de toutes parts par des intérêts économiques et industriels importants. Et aussi parce que dans son organisation même, finalement, les processus, les protocoles amènent à un fonctionnement industriel, un fonctionnement tayloriste de la médecine, et où l'humain et la relation au patient est facilement évacuée. Et le troisième aspect, le dernier aspect que je vois dans ce contexte, ça a été un révélateur aussi, cette crise, de la peur de la mort. La peur de la mort dans nos sociétés modernes. À quel point il était facile pour un gouvernement de forcer les populations à faire des choses que naturellement elles n'auraient pas faites en actionnant un levier qui est le levier de la peur de la maladie et la peur de la mort. Et j'avais écrit un article qui avait eu un certain succès en fin 2020, en disant que le véritable virus que l'on avait connu, finalement, peut-être dans cette crise, c'était celui de la peur de la mort. Et que c'était vraiment le révélateur, certainement, la peur de la maladie et la peur de la mort, d'une société un peu malade spirituellement, finalement. Parce que la spiritualité, à quoi elle sert? Elle sert justement à apprendre à appréhender la mort, la maladie, les vicissitudes de la vie. Alors, d'abord, faire un rappel historique, de dire que cette séparation entre la médecine d'un côté, la santé et la spiritualité, c'est quelque chose qui est très récent dans toutes les sociétés. Et ce lien entre santé et spiritualité sont traditionnellement liés. Alors d'abord, je vais expliquer ce que j'entends par spiritualité. Spiritualité, ce n'est pas forcément quelque chose de religieux, c'est un principe d'une quête, d'une compréhension de la nature de ce que nous sommes, de la nature de notre esprit, de la compréhension de l'expérience humaine de manière générale. Et c'est une quête du bonheur, une quête du bien-être, une quête de l'harmonie. Harmonie intérieure, harmonie avec le monde, et une quête de l'harmonie par la compréhension, de comprendre le plus possible et comment nous fonctionnons et d'arriver à développer une harmonie par cette compréhension. Et donc la santé et la spiritualité, de ce fait, sont totalement liées traditionnellement. Puisque si on cherche l'harmonie, eh bien on est obligé de chercher l'harmonie avec notre environnement, l'harmonie dans notre vie, l'harmonie dans tous les aspects en fait de notre vie, y compris un aspect purement physique, corporel. Et d'ailleurs, il est difficile de pouvoir développer un esprit sain dans un corps qui ne serait pas sain. Et c'est aussi quelque chose qui est traditionnellement lié parce qu'il y a cette liaison, ce lien très profond, cette interdépendance entre les divers aspects de notre expérience, notre corps, notre souffle énergie qui meut ce corps et notre esprit. On ne peut pas d'un côté, il n'y a pas d'un côté le corps et de l'autre côté l'esprit, et cela n'aurait pas de lien. Alors, les exemples qu'on peut donner, c'est celui de la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, qui est totalement liée au taoïsme, au principe taoïste. L'Ayurveda, qui est totalement lié au principe cosmologique indien traditionnel de ce qu'on appelle l'hindouisme. La philosophie grecque, où les anciens philosophes grecs étaient tous médecins. Hippocrate, Pythagore, Épicure, etc., en fait, n'étaient pas juste des penseurs, ils étaient des gens qui chercher l'harmonie par la philosophie. Et puis dans les sociétés traditionnelles qui restent de nos jours, les hommes médecine en Afrique, qui sont aussi des maîtres spirituels, les chamans, etc. Voilà, donc tout ça, c'est quelque chose qui existe, c'est un lien qui existe et qui persiste. Simplement, c'est dans nos sociétés occidentales que ce lien a été rompu. Donc, pourquoi ce lien a-t-il été perdu?
Et il faut remonter au début, moi, c'est mon interprétation, au début de l'ère moderne, où, à un moment donné du développement de la science, on a commencé à faire une séparation entre le corps et l'esprit, entre l'âme, puisque c'était dans les sociétés chrétiennes, et le corps. Ce qui avait permis, à l'époque, de permettre à la médecine de se développer parce qu'on pouvait enfin disséquer des corps, etc., pour comprendre le fonctionnement. Alors, ça a eu au début un intérêt scientifique certain, mais cette séparation conceptuelle entre le corps, l'esprit, le corps, l'âme, pour les chrétiens, c'est sclérosé dans quelque chose qui est devenu finalement ce matérialisme de nos sociétés. Nos sociétés sont devenues extrêmement matérialistes, de considérer qu'il n'y a que la matière et la réalité de la matière, et que l'esprit ne serait qu'une incidence, ne serait que le résultat de processus biologiques et n'aurait pas d'importance particulière. Après, à partir de là, s'est développée l'industrie, l'industrialisation, la révolution industrielle, qui ont amené tout un tas de désordres. C'est-à-dire que les gens qui vivaient à la campagne de manière plus saine se sont mis à vivre dans des villes ultra polluées. Et cette industrialisation a généré une nouvelle forme de médecine, une médecine qui s'est elle-même qui est devenue universitaire et qui est devenue de plus en plus industrielle. Et donc, on a vu une perte du sacré dans la vie, dans la conception de la santé, une hausse du matérialisme et même une hausse de ce qu'on appelle l'économicisme, c'est-à-dire de considérer que l'économie serait au-dessus de tout. Et l'économie expliquerait tout. Ce qui est le stade ultime, quelque part, du matérialisme. Voilà. Donc, et ça, ce lien, il est devenu, ce lien perdu, cette perte de la conception sacrée de la santé est quelque chose qui, aujourd'hui, mène à la crise que l'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on va être de plus en plus face à une forme de santé technologique, une forme de santé algorithmique, informatique, chimique, et voire demain avec de l'ingénierie génétique, etc. Alors, moi, j'ai tendance à penser, et c'est pour ça que j'ai créé l'Institut de santé et sagesse intégrale, que ce n'est pas un futur souhaitable. Ce n'est pas parce qu'on va être capable de le faire que c'est souhaitable de le faire. Et donc, l'objectif de cet institut, c'est vraiment d'éduquer progressivement les gens à retrouver l'autonomie dans la santé, c'est-à-dire ne plus s'en remettre exclusivement à des intérêts scientifiques, des intérêts industriels ou autres, mais s'en remettre à eux-mêmes et reprendre en main leur santé. C'est-à-dire que la toute-puissance du médecin et derrière le médecin, la toute-puissance du labo pharmaceutique, quelque part, pour 80% des problèmes de santé qu'on peut connaître, peut devenir problématique. Donc, c'est l'état d'esprit de l'Institut. Alors, pourquoi c'est si important et pourquoi moi, je veux vraiment m'orienter vers cette éducation à la spiritualité, à la santé, à la sagesse et à la santé? C'est parce qu'il a été découvert par des études que la spiritualité, les gens qui ont une spiritualité dans leur vie ont une meilleure santé, que la spiritualité a des effets importants sur l'état de santé. Des effets d'abord sur la santé mentale. Le principe de la spiritualité, à l'origine, si on remonte à l'Homo sapiens, aux origines de l'Homo sapiens, c'est de faire face à la compréhension du fait que nous étions mortels et face à toutes les difficultés que nous n'étions pas grand-chose face à la force de la nature. Et le développement d'une spiritualité a permis justement de réduire le stress de ces incertitudes, le stress de ces difficultés. Et donc, sur la santé mentale, on voit très bien que les gens qui ont une spiritualité, soit par la pratique de la méditation, soit par le fait d'aller à l'église, quel que soit le type de spiritualité, d'aller dans un temple, de pratiquer le yoga, etc.,
génère une forme de résilience, une forme de capacité à prendre la vie telle qu'elle est, avec philosophie. Ça génère aussi dans la santé mentale un fort sentiment d'appartenance, appartenance à une communauté, appartenance à un groupe, et ces liens sociaux, d'amitié profonde, d'amitié spirituelle sont primordiaux. Ça permet aussi de se donner une quête de sens et d'aller au-delà d'une conception un peu narcissique de soi, c'est-à-dire que, et un peu vaine, c'est-à-dire de se dire, oui, ben, ma vie, c'est Instagram, ma vie, c'est d'avoir des followers, ma vie, c'est mais quelque chose de totalement narcissique. Or, de pouvoir se dépasser, de pouvoir trouver qu'il y a peut-être des choses plus nobles à réaliser dans une vie par une spiritualité, est quelque chose qui apporte beaucoup en réalité et qui est très bon au niveau de la santé mentale. Ça a aussi des effets sur la santé physique, grâce à souvent une meilleure acceptation de soi, une meilleure acceptation de son corps, de sa condition, une meilleure capacité à faire face à la douleur quand on est malade, hein, d'où l'importance des aumôniers dans les hôpitaux, etc., qui aident vraiment à soulager la douleur, la souffrance, etc. Une capacité à mieux faire face à la souffrance. Aussi, on s'est aperçu, il y a eu une étude très sérieuse qui a montré que les personnes qui ont une pratique de spiritualité ont une plus longue vie, vivent plus longtemps, ont une meilleure espérance de vie, une plus grande longévité. Ça diminue aussi toutes les maladies chroniques. Alors, on ne sait pas encore trop pourquoi, mais il y a une autre étude qui a montré qu'en termes de maladies chroniques, il y avait moins de maladies chroniques chez les personnes qui avaient une pratique. Voilà. Certainement, peut-être par une hygiène de vie. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de préceptes dans les spiritualités sur l'hygiène de vie. Ça diminue le stress. Et puis, ça aide beaucoup le fait d'appartenir à une communauté spirituelle. Ça apporte des ressources. C'est-à-dire qu'on prend soin les uns les autres dans ces communautés et souvent, ça permet, quand quelqu'un commence à développer une maladie, d'être pris en charge plus rapidement parce qu'on trouve des ressources, en fait, plutôt que de rester seul dans son coin et de pas être attentif à cela. Et puis enfin, ça a des effets sur la qualité de vie en général, parce que la quête de la compréhension de soi, la quête de l'harmonie, la quête de la compréhension des liens invisibles de la vie, de l'interdépendance de toutes choses, et finalement, ça donne une qualité de vie. Ça fait que notre vie est orientée non pas vers la consommation, etc., mais vers une recherche, et de voir aussi quelque chose, moi, je pense que c'est très important, de voir qu'il y a quelque chose de magique, de divin, de sacré dans la vie. Il y a un mystère et que ce mystère peut être source d'émerveillement. C'est-à-dire que finalement, quand on a des ressources d'auto-guérison, des ressources de santé fondamentale, ce que dans l'enseignement du Bouddha, on appelle la santé fondamentale, qui amène finalement aussi beaucoup de ressources intérieures. Et cette conscience des ressources intérieures, c'est un des bienfaits de la pratique de la spiritualité. Alors, une fois qu'on a dit ça, finalement, on est face à des défis actuels. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à une meilleure intégration de la spiritualité dans la santé? Alors, les défis actuels, le premier, c'est la tendance scientiste. Et ça ramène toujours à cette question, est-ce que la médecine, c'est un art ou est-ce que c'est une science? Si vous interrogez un chaman, un homme médecine, un philosophe, et si on pouvait interroger un philosophe grec antique, il nous dirait certainement que c'est un art. Pourquoi? Parce que c'est presque un travail d'artisan, c'est-à-dire qu'on va aller trouver la solution pour la personne qui est face à nous. On ne peut pas en faire quelque chose de systématique qui marcherait pour tous. La panacée la panacée universelle, en fait, n'existe pas. La démarche de médecine nécessite une rencontre entre deux personnes, et cette rencontre se fait dans le lien humain entre ces deux personnes, entre le soignant et le soigné. Donc la médecine qui s'est érigée en une science a eu aussi une autre dérive qui est la spécialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des médecins qui sont spécialisés. Donc vous avez des cardiologues, et puis si vous avez un autre problème,
ne va pas aller chercher la cause de problèmes cardiaques, il va aller gérer votre problème cardiaque. Et on voit que la spécialisation avance encore. J'ai l'impression que demain, peut-être, on va avoir des spécialistes du ventricule gauche et puis des spécialistes de l'orteil droit. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très problématique parce qu'il y a une dimension holistique dans la santé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une personne, on n'est pas une agglomération d'organes, on est plus que la somme des parties qui nous constituent. On n'est pas juste une mécanique. Il s'agirait avec des pièces détachées où on pourrait aller remplacer, où on pourrait aller guérir tel endroit et tel endroit. Nous sommes un tout, et ce tout, finalement, est très peu pris en compte dans la médecine moderne. Donc ça, c'est un des défis. Le deuxième défi, qui est un défi pratique, le deuxième type de défis qui sont des défis pratiques, pour avoir vu ce qui se passe quand on essaie d'introduire, par exemple, de la méditation de pleine conscience ou de pleine présence dans les hôpitaux, c'est la vision laïque. La vision, particulièrement en France, on a une vision laïque des choses. C'est-à-dire qu'on a peur que la religion ou des sectes ou je ne sais quoi aillent s'introduire dans quelque chose qui serait sacro-saint, qui serait l'hôpital, qui serait des lieux de santé. Et ça, c'est très problématique parce que finalement, ça ne permet pas aux gens qui peuvent être en grande souffrance de fait de maladie ou en fin de vie, etc., d'accéder à quelque chose qui serait un soulagement. Soulagement soit par des techniques comme la méditation, etc., ou simplement par le fait de pouvoir parler à un aumônier, parler à un conseiller spirituel sur ce que l'on va vivre. Et la spiritualité, encore une fois, c'est vraiment une spécificité française, on voit beaucoup moins ça à 3 km d'ici en Suisse, hein, déjà un autre monde, est rejetée principalement dans la sphère privée. C'est-à-dire que bon, chacun fait son truc et puis c'est votre vie privée. Et donc, il y a un gros problème qui est que c'est très difficile d'aller dire dans une institution actuelle de santé, j'aimerais introduire des pratiques de spiritualité. J'avais un ami qui avait essayé de faire des séances de yoga à des personnes qui faisaient des cancers. Et ça a pris, je crois, 6 ans pour qu'on accepte des simples séances de yoga. Donc, c'est quelque chose assez dingue quand on y pense. Et puis, il y a un dernier défi qui est le défi, ce que j'appelle le défi scientifique, qui est une tendance à l'instrumentalisation. Ce que j'entends par là, c'est de ramener la spiritualité à quelque chose qui serait scientifique. On va aller, vous voulez rentrer dans le monde de la santé, eh bien, il va falloir que vous validiez d'abord scientifiquement que ce que vous dites a un sens. Et ça, c'est très, très problématique parce que quelque part, la spiritualité devrait être ouverte et devrait être sans but. Et là, on va rajouter quelque chose qui serait une instrumentalisation. C'est comme ça qu'on se retrouve, on fait de la méditation non plus comme une démarche spirituelle de compréhension de soi, de développement, mais pour réduire son stress, pour aller mieux. Et ça, c'est une énorme instrumentalisation. Et on voit aujourd'hui des dérives qui est de rejeter finalement ces techniques spirituelles, entre guillemets, ces exercices spirituels, pour en faire simplement un instrument de la médecine industrielle que l'on connaît, qui serait juste un complément. Ce n'est pas ça la démarche que moi je propose. C'est une démarche dans laquelle on revient à conception de l'homme dans sa totalité. Et de l'homme dans sa totalité, y compris dans la relation à son environnement. Parce qu'on ne peut pas aller bien dans un milieu qui est malade. Si l'environnement n'est pas bon, si on vit dans un endroit qui est pollué, si on travaille dans un endroit où il y a des problèmes sociaux, on ne peut pas aller bien. Voilà. Donc, il y a vraiment l'idée de réintroduire cette vision holistique dans la compréhension de l'interdépendance de tout. Je ne suis pas seul, isolé, je vis dans un environnement et je connais un certain nombre d'interactions et ces interactions ont un effet sur ma santé. Voilà. Donc,
Alors, quelles pratiques et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour retisser le lien? Et c'est là que je vais ouvrir la discussion avec vous. Moi j'ai quelques idées. Les premières idées, c'est d'ouvrir à ce qu'on appelle une approche intégrative de la santé. C'est-à-dire non plus de dire il y a la médecine et puis il y aurait le reste qui serait d'autres choses un peu alternatives dans un monde alternatif. C'est vraiment d'avoir une approche plus intégrative. Et dans cette approche intégrative, je mettrai plusieurs aspects. C'est d'abord retrouver le sens de l'autonomie, c'est-à-dire regagner la capacité de connaître qu'est-ce que c'est qu'un corps, qu'est-ce que c'est qu'un organe, qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé, comment on prend soin de soi, qu'est-ce que c'est qu'une hygiène de vie, pour regagner en autonomie, pour ne plus être à la merci d'intérêts économiques, industriels, politiques ou autres, qui voudraient coloniser la santé pour des raisons plus ou moins révélées. Voilà. Et pas forcément pour notre bien. Donc, retrouver cette autonomie, ça passe par une éducation à la santé. Mais pas une éducation à la médecine, une éducation à la santé, à l'hygiène de vie. Qu'est-ce que c'est qu'un bon équilibre alimentaire? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne pratique sportive? Qu'est-ce que c'est que, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que le stress? Comment on peut y faire face? Comment on peut le réduire dans sa vie? Retrouver aussi le sens de l'humain. Ce que j'appelle retrouver le sens de l'humain, c'est lutter contre cette tendance à la réification de l'homme, à la chosification. Réification, chosification, c'est-à-dire qu'on est en train de devenir une chose, un objet, une machine productive. Voilà. Et on voit aussi toute la dérive transhumaniste, toute la dérive avec l'intelligence artificielle, de nous cantonner finalement au fait que nous sommes juste des agents de production économique et que nous serions des machines et que notre fonctionnement serait un fonctionnement de machine. On n'a pas encore tout compris, mais ce n'est pas plus compliqué qu'une machine. Ça, c'est quelque chose qui est un énorme problème, je pense. Et donc, là-dessus, il faudrait ramener finalement le sens de l'humain par la philosophie, ramener une philosophie de l'humanité, une philosophie humaniste, une philosophie de la nature humaine. Revenir à se poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'être un humain? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est aussi embrasser ce que j'appelle la diversité des approches. Considérer qu'il n'y a pas qu'une approche de la santé. La bonne santé, la bonne approche, c'est l'approche qui vous convient. Donc, si ça vous convient de prendre des médicaments, c'est la bonne approche. Mais si ça vous convient plutôt de faire d'avoir recours à un naturopathe ou à un magnétiseur ou je ne sais quoi, c'est ça la bonne approche. Et donc, d'accepter cette diversité. Ce qui est important, c'est ce qui amène la santé. Peu importe la manière. Finalement, le résultat devrait importer plus que la manière. Et donc, d'embrasser la diversité plutôt que d'être dans cette lutte d'une société, d'une caste médicale qui défend son précaré contre les autres approches. Voilà. Et puis, retrouver le sens des deux aspects de la nature humaine, de notre expérience humaine, qui sont le risque de la maladie et le risque de la mort. Réembrasser finalement le fait que nous sommes mortels. Réapprendre qu'est-ce que c'est que notre statut de mortel. C'est-à-dire que nous serons tous ici, en ligne et en présence, un jour confrontés à ces deux choses, la maladie, c'est certain, et la mort, c'est certain. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ça, c'est quelque chose auquel on n'éduque plus aujourd'hui les enfants, à réfléchir à cela. Si, à l'école, il y a un programme de philosophie en terminale pour avoir quelques points en plus au bac. Mais à part ça, quand est-ce qu'on prend soin d'expliquer aux enfants, à partir de l'âge où ils peuvent commencer à comprendre, 7, 8, 9 ans, qu'est-ce que c'est que d'être malade? Qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce que c'est que d'être en bonne santé? Et d'apprécier en fait ces moments-là. Si on n'est jamais malade, on ne peut pas apprécier ce qu'est la santé. C'est le fait de tomber malade qui nous fait réapprécier finalement qu'avant on était en bonne santé. C'est le soulagement de la faim, de la rage de dents qui nous fait apprécier ce que c'est que de ne pas avoir mal aux dents. Sinon, on oublie. Et donc, ce sont des choses très importantes. C'est très philosophique en réalité. C'est réapprendre à vivre, à bien vivre, malgré
ces aspects qui est que la maladie sera toujours là et la mort sera toujours là, quel que soit ce que nous prédisent cette nouvelle religion du transhumanisme, qu'un jour on vaincra toutes les maladies et qu'un jour on vaincra la mort. Je leur souhaite bon courage. Je pense que c'est impossible. Voilà. Un jour, ils s'en rendront compte. Et puis, donc ça, ce sont les approches. Et en termes de méthode, ben, moi, la méthode centrale, c'est celles qui vont relier le corps, le souffle et l'esprit. Tout ce qui va permettre, dans une approche de santé, de remettre, de redonner du lien, de comprendre à nouveau l'interdépendance entre le corps, le souffle, l'énergie et l'esprit. Et donc, tout ça se passe par tout ce qui sont les approches de santé complémentaires holistiques, la naturopathie en études, la médecine traditionnelle chinoise. Juste une parenthèse, qu'est-ce que c'est que la naturopathie? La naturopathie, simplement, c'est la médecine traditionnelle européenne, occidentale. Et aujourd'hui, ça s'appelle naturopathie, mais c'est une médecine hippocratique qui reprend les grands principes hippocratiques. Voilà. D'avant la révolution industrielle, d'avant la révolution universitaire de la médecine. Voilà. C'est aussi peut-être cultiver une approche qu'on appelle, alors c'est un mot que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, la salutogénèse. Qu'est-ce que c'est la salutogénèse? Donc, saluto, c'est la santé, et génèse, c'est ce qui génère. Bon, comprendre quels sont les aspects autres que médicaux qui génèrent de la santé chez les gens. Et c'est une approche que je vais bientôt développer dans un séminaire que je vais donner à Carmaling au mois de juin, une approche justement de méditation, de réflexion sur soi, d'alignement de soi avec ses valeurs, d'alignement de soi intégral, qui permet de cultiver la santé intérieure. Et cette santé intérieure va rayonner sur la santé physique, sur la santé mentale, etc. Voilà, donc la salutogénèse. C'est une approche très intéressante. Et puis, redonner un sens à la vie, donc par des ateliers de philosophie, proposer des ateliers de philosophie peut-être dans des endroits de santé ou avec des personnes malades, réfléchir en fait à ce que c'est que ce que l'on vit, qu'est-ce que c'est que sont ces expériences. Et puis toutes les approches et pratiques sensorielles qui vont éveiller les sens, que ce soit du yoga, de la méditation, des arts contemplatifs, toutes sortes de choses qui redonnent, qui nous font quitter un peu la sphère du mental un instant et revenir au sens de notre corps. Voilà. Alors, comme conclusion, avant d'ouvrir la réflexion avec vous, on est à une croisée des chemins, j'en suis persuadé. Il y a là, devant nous, deux chemins possibles. Trois, on va dire même. Le premier, c'est de se retrouver dans une médecine technologique, technocratique, industrielle, transhumaniste. Ou alors, ce serait un retour intégral à une santé simplement naturelle. C'est aussi quelque part un écueil, je pense, parce qu'il ne faut pas non plus rejeter les avancées de la médecine moderne. Et donc, la croisée des chemins, c'est comment on arriverait à prendre un juste milieu entre un rejet de cette médecine technique et ou au contraire, une acceptation sans borne, sans contrainte, sans limite de ce projet transhumaniste qui est un horizon à quelques années, hein, c'est 5 années peut-être, hein, avant qu'on nous propose de l'ingénierie génétique. D'ailleurs, quelque part, les injections qu'on nous a proposées ces 3 dernières années sont un début d'ingénierie génétique. On en voit le résultat. Alors, et puis, remettre donc, c'est le temps pour remettre du sens, en fait. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est ce qui est réalisable technologiquement, techniquement, ou est-ce que c'est ce qui est désirable? Est-ce que cette santé
L'abolition de la maladie, l'abolition de la mort, c'est quelque chose qui est désirable. Moi, j'ai tendance à penser que ce n'est pas désirable. Parce que derrière, ça veut dire que nous serons réduits à l'état de choses, à l'état d'objet, à l'état de machine. Et une machine n'est pas libre. Donc voilà, refaire confiance à l'humain et à notre santé fondamentale, finalement, c'est le grand défi d'une santé demain intégrative qui prend le mieux, en fait, de tous les mondes. Mais en faisant très attention et en remettant du sens pour éviter de tomber dans les excès possibles de la technologie, de la technique, de l'industrie. Voilà mon propos. Alors, si vous avez des questions ou des remarques, eh bien, voilà, c'est ouvert, ici dans la salle ou en ligne. Oui, mais vas-y, Sandrine, je t'en prie. Oui, je trouve que tu l'as un petit peu abordé quand tu dis retrouver le risque de maladie et de mort. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on on se donne pas le temps, en fait. Enfin, déjà, on n'accepte pas forcément d'être malade en disant, oulala, je vais être moins performant, j'ai le nez qui coule, vite, faut que je me mette des machins dans le nez ou je sais pas quoi. Et le fait déjà d'être dans l'acceptation de la maladie, alors, je veux dire, quand c'est des maladies très graves, c'est peut-être pas évident, mais en tout cas, de la bobologie, on va dire, et de se laisser, de l'accepter, tout simplement, et de se dire, pendant 15 jours, voilà, je serai peut-être pas très bien, mais ça ira mieux, et de travailler aussi sur, de se donner le temps de la convalescence. Tout à fait. Parce que ça, c'est quelque chose, vite, il faut reprendre le boulot, il faut vite que je recommence à courir, ou il faut ceci. Et c'est vrai qu'il faut qu'on donne du temps au temps. Enfin, c'est peut-être un peu basique ce que je dis, mais voilà, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faut développer aussi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On a développé des vies qui sont des vies qui se réduisent de plus en plus à être un pion, une machine dans un grand marché, qui est le marché de la production, le marché de la consommation, et on manque de temps. C'est-à-dire que tout est un temps perdu. Pas le temps de prendre soin de soi parce qu'il y a du boulot, pas de temps de tomber malade, etc. Et même, la maladie est devenue un signe de faiblesse. On n'accepte pas notre faiblesse parce qu'il faudrait être optimisé et tout le temps au top de notre forme. Bon, il n'y a que les machines qui sont capables de faire ça. La richesse humaine, c'est aussi comprendre que dans une entreprise, par exemple, quand notre employeur voit qu'on est malade, c'est aussi comprendre que prendre soin de soi, c'est prendre soin de notre richesse humaine, parce qu'on est plus, encore une fois, que simplement une machine. Oui, l'acceptation de la maladie, il y a aussi quelque chose qui est la symbolique de la maladie. Pourquoi on tombe malade? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tout allait bien et pouf, on déclare une maladie? Que ce soit un simple rhume ou que ce soit une maladie chronique ou un cancer, etc. Et ça, c'est un sens qui n'existe pas dans le traitement actuel de la maladie et de la santé. On ne tombe jamais malade par hasard. Et donc, commencer à accepter d'être malade, c'est commencer à accepter que notre corps nous envoie un signal particulier, a quelque chose à nous dire. Voilà. Et si on ne l'accepte pas, finalement, le corps, il dit quelque chose, il crie sa vérité, et on regarde ailleurs. On est omnubilé par autre chose. Et puis, c'est se donner, c'est quelque chose qui est profondément pas aligné. Donc, ça aussi, c'est accepter que la maladie n'est pas une faiblesse, mais la maladie est un signal qui nous est envoyé. Et que c'est là pour nous dire quelque chose, pour nous ramener à attention, t'es plus aligné, je ne suis plus aligné sur quelque chose. Il y a quelque chose là qui ne va pas profondément. Donc,
Voilà, c'est ça qui est important là-dedans. Oui, tout à fait. Peut-être dans la naturopathie, est-ce que toi, tu vas utiliser euh, la partie plante, j'imagine, mais aussi, c'est quoi la boîte à outils? Je n'ai pas de boîte à outils parce que je ne soigne rien. J'éduque les gens à comprendre pourquoi ils sont malades et à prendre un nouveau soin d'eux-mêmes. Donc, on va commencer par faire un bilan complet. Prendre le temps, ça prend, moi je prends 1 heure et demie pour ça, de faire un bilan global de quel est votre état de santé. Aussi comprendre quel est votre terrain. C'est quelque chose qui est très important dans la naturopathie, c'est la notion de terrain. C'est-à-dire que la maladie, c'est un agent extérieur et un terrain. Le Covid nous l'a montré, le virus en lui-même n'est pas suffisant pour déclencher une maladie. En revanche, si on a le terrain qui était mauvais, enfin qui était en mauvaise santé, ça pouvait être très grave. Donc, le terrain est très important. Donc, réapprendre qu'est-ce que c'est que notre terrain, comment on en prend soin. Donc, c'est comme si on arrivait dans un jardin, on n'a pas pris soin depuis des années, et puis on va faire un bilan et voir par où on va commencer. Essayer de comprendre quel est l'état de la terre, qu'est-ce qui pousse facilement là, qu'est-ce qui est compliqué, quels sont les états, etc. Et à partir de là, on va proposer un certain nombre de choses pour rééquilibrer et pour aider deux aspects qui sont la capacité qu'on appelle d'homéostasie du corps, c'est-à-dire retrouver naturellement notre équilibre. L'homéostasie, c'est cette capacité du corps à retrouver par lui-même son équilibre, à se rééquilibrer. Et la capacité d'auto-guérison, c'est-à-dire que pour plein de choses, notre corps peut le prendre en charge et va guérir spontanément. D'ailleurs, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la non-acceptation de la maladie, parce qu'on n'a pas assez confiance en fait dans notre capacité d'auto-guérison. Voilà, un rhume, c'est 7 jours, et puis qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse rien, ça change rien en fait, parce que c'est la capacité d'auto-guérison qui va nous guérir. Et donc la capacité d'auto-guérison, si dans certains cas elle n'est pas suffisante, en tout cas elle est hyper importante dans l'approche naturopathique. Et donc on va être simplement un soutien en amenant le terrain à retrouver sa santé, voilà, à retrouver ses équilibres. Alors après, on peut passer par des cures qui vont permettre de détoxifier ce qu'il y a à détoxifier, rééquilibrer ce qu'on appelle les émonctoires, etc. Et après, plus pratiquement, on pourra faire des choses avec des huiles essentielles, de la phytothérapie, plein de choses. Il y a plein d'approches, hein, mais l'important, c'est celui de l'éducation, c'est-à-dire reprendre un temps pour se comprendre soi-même. Comment fonctionne mon corps? Pas le corps en général, pas les leçons d'anatomie, mon corps en particulier, en fonction de mes prédispositions, en fonction de mon histoire, en fonction de comment je me suis développé, en fonction de mon hygiène de vie. Et à partir de là, réapprendre finalement à tout rééquilibrer pour que mon terrain, le terrain qui est le nôtre, s'exprime de la meilleure façon possible. Parce que l'approche de la santé en naturopathie, c'est pas de ne jamais être malade. Et ce n'est pas de guérir les maladies. L'approche de la naturopathie, c'est comprendre que la santé, c'est un état d'équilibre. Et qu'on est constamment en train, le corps, en fait, est constamment en train de jouer et de se réadapter pour se rééquilibrer. Et simplement, la naturopathie, par la connaissance qu'il apporte du fonctionnement, de notre fonctionnement propre, finalement, on va apprendre à lire les signaux, à comprendre pourquoi les choses se produisent, comment elles se produisent, et à constamment aider le corps à se rééquilibrer. C'est tout. Mais voilà, c'est pas du soin à proprement dit, en fait, à proprement parler. C'est un conseil. Oui, bonjour Sybille.
Bonjour à tous, bonjour Ah, Eric. Vous m'entendez, vous? oui, on vous entend. Ok. J'ai pas vraiment de questions. Je voulais juste témoigner, dire que je trouvais que ça faisait vraiment, ça fait énormément sens pour moi, tout ce que vous venez d'expliquer. Je trouve ça assez fabuleux et ça me motive beaucoup, en fait. Parce que pendant longtemps, je me suis pas écoutée. Et puis là, depuis quelques années, et notamment depuis aussi cette crise Covid, et en effet, je ressens ce que vous dites et je me dis qu'en fait, il y a des équilibres et que vous pouvez aider sur la naturopathie. Donc, pour moi, c'est une découverte, hein. Je ne savais pas ce que c'était avant de vous rencontrer. Donc là, je trouve ça, je dis, bon, bah, c'est chouette d'apprendre soi-même à s'équilibrer. Je trouve ça fabuleux. Et moi, j'avais une petite question de curiosité, si Oui, c'était juste par rapport à l'alimentation. oui. Euh, alors si c'est indiscret, vous répondez pas, hein, mais est-ce que vous êtes vous-même végétarien ou vegan? Quelles sont vos convictions sur ces aspects-là? Alors, je ne suis pas végétarien. Je l'ai été pendant 2008 à 2016, donc pendant 8 ans. Je l'ai été pendant 8 ans. Je ne le suis plus pour des raisons personnelles qui étaient que j'ai découvert que ça correspondait pas totalement à mon terrain et qu'il pouvait être bien pour moi de prendre, alors, avec pas mal de modération, des nourritures carnées. Mhm. Parce que j'avais des problèmes de carence, etc. Donc ça a été quelque chose qui m'a... Voilà. Et puis, au niveau social, ça a été aussi à un moment donné où il était extrêmement difficile pour moi de trouver une nourriture végétarienne équilibrée, parce que voilà, j'avais beaucoup de sollicitations, je mangeais beaucoup à l'extérieur de chez moi. Et il y a peu de restaurants en France où on a des, une nourriture végétarienne qui soit équilibrée. Donc, quand vous mangez quasiment tous les jours à l'extérieur de chez vous, parce qu'à l'époque, j'avais pas mal d'activités qui m'obligeaient à ça, en fait, je me suis retrouvé complètement déséquilibré. Donc, à un moment donné, j'ai repris un peu de nourriture carnée. Voilà. Au niveau philosophique, effectivement, au niveau philosophique et au niveau naturopathique, en fait, ça va dépendre de chaque personne, parce que, et de la culture aussi dans laquelle on a été éduqué, et la culture va induire par l'aspect, ce qu'on appelle l'épigénétique, finalement, une modification de la manière de se comporter au niveau alimentaire. Et donc, chaque terrain va accepter plus ou moins facilement, en fait, la nourriture végétarienne. Mais c'est vrai que personnellement, j'essaie le plus possible d'être conscient, en fait, de ce que je mange et de me rendre compte que c'est pas anodin dans une société industrielle comme la nôtre que de manger de la viande achetée dans un supermarché ou des choses comme ça, parce que si on réfléchit à toute la chaîne alimentaire, enfin, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de problèmes. Donc, effectivement, voilà. Donc, j'essaie de me limiter à des nourritures achetées dans des magasins bio, locaux, locales, choses comme ça, y compris, surtout pour ces choses-là. Voilà. Ok, merci. Alors, je voulais vous signaler aussi l'approche que propose Jacques Martel sur la santé avec le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Oui, tout à fait. Moi, je l'utilise dans chacune de mes consultations. C'est très important. Ce sont des bonnes pistes qu'après, ça ouvre un dialogue en fait de réflexion avec les personnes sur les causes des maladies. Donc, Jacques Martel qui a écrit un dictionnaire des malaises et des maladies où il explique, et c'est très intéressant, mais ça nécessite toujours un approfondissement avec la personne, parce que ce n'est pas toujours systématique au point où il l'a fait, mais ça a le mérite d'exister, c'est très, très poussé, très approfondi, de comprendre qu'il y a toujours des causes psychiques, psychologiques à quelque chose qui nous arrive. Et de comprendre des causes, ce n'est pas la cause unique, mais c'est une des causes qui amène notre terrain à se déséquilibrer, en fait. Donc, c'est ça qui est aussi très, très intéressant, tout à fait. Tout à fait. C'est le décodage biologique.
Je vois qu'il est 20 heures et je ne voudrais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Je voulais juste profiter de ces dernières minutes avant de vous remercier et de conclure pour vous exposer un peu ce qui se passe ici et quels sont les projets de l'Institut. Alors, ce qui va arriver très vite dès la semaine prochaine, c'est des cercles de méditation ici en présentiel à Annemasse tous les mercredis soirs. Donc, si vous êtes intéressé, de 19h à 20h, tous les mercredis soirs ici, méditation de pleine présence, une partie guidée, une partie silencieuse, tous les mercredis soirs. On permet de pratiquer pour ceux qui sont sur place. Et puis, les choses à venir, je vais refaire une conférence gratuite le mois prochain qui s'intitule « Un regard spirituel sur le burn-out ». Voilà, donc en ce moment, je suis en train de travailler sur un ouvrage qui verra peut-être un jour sur le burn-out. Et je trouve qu'il y a une dimension qui est assez sous-estimée en fait dans tout ce qu'on lit et écrit, qui a été écrit, cherché sur le burn-out, c'est une dimension spirituelle. Finalement, le burn-out peut avoir un aspect initiatique et être profondément transformateur d'une vie. Et donc de comprendre un peu les causes spirituelles du burn-out, qui est une épidémie. Moi, je pense que c'est une épidémie non virale de la société actuelle. On en voit de plus en plus, à peu près un tiers des employés en France disent qu'ils sont en souffrance psychologique au travail, donc c'est très important. Mais voilà, on se cantonne souvent aux aspects psychologiques et aux aspects organisationnels qui amènent au burn-out, mais jamais aux aspects spirituels, personnels. Donc, on parlera de ça. Donc, ce sera le 5 mai au soir. Donc, si vous allez sur mon site santé-sagesse.fr, vous trouverez les informations sur cette prochaine conférence gratuite. J'en reparlerai. Et puis au mois de juin, il y aura deux choses. Il y aura une autre conférence gratuite que je suis en train d'organiser qui arrivera sur la pratique de la méditation de pleine présence en entreprise, au travail. Et on parlera d'un cas d'une entreprise que j'accompagne qui s'appelle Haute-Savoie Habitat. Et on échangera avec Pierre-Yves Trace, son directeur général, et quelques personnes qui ont fait l'expérience pour voir comment on peut peut-être donner des idées à d'autres personnes pour essayer de voir quelle a été la spécificité de leur expérience et comment on pourrait faire ça aussi ailleurs. Voilà. Donc, la date n'est pas encore fixée, mais ce sera courant du mois de juin. Un soir, ce sera gratuit aussi en ligne. Et puis, 17, 18 et 19 juin, à l'Institut Karmaling en Savoie, dans le cadre de l'école de la pleine présence, je vais donner un séminaire de 3 jours en présentiel qui est intitulé « Pleine présence et pleine santé ». Donc, comment la pleine présence, la pratique de la méditation de la pleine présence est un facteur de santé. Et donc, on pratiquera et on échangera sur ces aspects. Et on parlera justement, ce sera aussi l'occasion d'une introduction parce que le lien est très fort, de la salutogénèse. On fera des exercices ensemble de salutogénèse et de pleine présence pour la santé. Voilà. Donc, vous avez les liens qui ont été mis dans le chat, santé-sagesse.fr. Vous retrouverez tout dans la page calendrier. Vous avez la page calendrier, vous trouvez les dates pour les cercles de pleine présence, les dates des conférences à venir. Il y aura aussi des samedis matins d'introduction à la pleine présence ici, en présentiel uniquement. Il y en a un en avril, il y en a en fin juin. Voilà, bon, il y en a un fin mai et il y en a un fin juin au début juillet. Et puis, le deuxième lien qui a été posté, c'est le lien vers mon séminaire à Karmaling, à la Buddha University. Voilà, si vous souhaitez vous inscrire. Tout se fait tout ce qui est payant se fait en participation consciente. L'idée, c'est aussi de participer à ça. J'édite aussi une newsletter mensuelle qui s'appelle l'infolettre Santé et Sagesse. Voilà, donc je vous invite à vous y inscrire si ces sujets vous intéressent. Je me permets tous les mois de vous partager 5-6 articles de fond sur des aspects de santé naturelle,
sur la psychologie, les aspects de psychologie, et puis sur des choses sur la spiritualité. Voilà, donc l'infolettre santé et sagesse. Ah, voilà, si vous voulez la recevoir le mois prochain, sur la page qui vient d'être postée sur le site, vous pouvez télécharger celle du mois d'avril. Et si vous voulez recevoir celle du mois de mai, inscrivez-vous par email et vous la recevrez. Elle est envoyée tous les derniers mardis du mois. Donc, voilà, donc je ne sais pas quand est le prochain mardi, mais fin avril. Voilà. Voilà. Et puis mon objectif à plus long terme, certainement pour la rentrée de septembre, c'est de développer des formations en ligne, en plus des consultations naturopathiques, en plus des cercles de pleine présence, en plus des séminaires en présentiel. Il y aura des formations en ligne, cette fois-ci qui seront payantes. Et je pense que je ferai un premier cycle qui sera intitulé « La sagesse des émotions ». Donc, comment apprendre à bien vivre les émotions avec sagesse. Et donc, qui sera décliné en plusieurs modules. Et à chaque fois, il y aura un module avec des vidéos à regarder, des exercices à faire soi-même, certainement des méditations guidées, et puis une séance de coaching inclus dans le package de séquences de coaching personnel. Voilà, incluse dans le package. Voilà, donc on fera ça. Certainement, ce sera lancé en septembre. Mais si vous voulez être au courant de tout ça, inscrivez-vous à la newsletter, à l'infolettre, pardon, pour parler français, et vous aurez toutes les infos. Et puis, dernier point, il y aura aussi une chaîne YouTube. Et donc, cette chaîne YouTube permettra de relayer toutes ces conférences gratuites, notamment. Et puis peut-être plein d'autres choses. J'ai plein de projets, donc voilà, j'espère que ça se développera bien. Je vous remercie, merci de votre présence, merci de votre participation. À très bientôt, merci pour vos bons souhaits. Et puis bonne soirée, bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, au revoir.